Bonjour, je m'appelle Sian Knafo, je suis interne en neurochirurgie. J'ai passé les ECN en 2010, je suis arrivé 79e. J'ai aussi réalisé un cursus de neurosciences à l'École normale supérieure de Paris et écrit un livre d'urgence réanimation de cas cliniques aux éditions VGO. Donc on va attaquer le premier dossier de la conf de neurologie en D3. Donc comme vous allez voir en D3, on va surtout mettre l'accent sur la physiopathologie, sur l'anatomie, sur la compréhension vraiment du diagnostic, et peut-être un peu moins qu'en D4 sur la méthodologie, mais on essaiera quand même de vous donner au fur et à mesure certaines indications sur la façon de répondre aux questions. Alors on y va. Premier dossier de D3. Alors on va commencer par l'énoncé, on va le lire ensemble, on va essayer de comprendre progressivement quelles sont les notions importantes à dégager de cet énoncé. Alors comme dans tout dossier, on commence par le terrain. Ici le terrain, homme 52 ans. A priori, homme 52 ans, ça vous dit pas grand-chose de plus. C'est un terrain, on va dire, classique, sinon que c'est peut-être un peu déjà orienté cardiovasculaire. Consulte aux urgences pour troubles de la parole spontanément régressifs. Alors là, dans le conseil que je vous donne, en fait, c'est dans tout dossier, c'est de identifier immédiatement le motif de consultation. Parce que c'est vraiment ça qui va vous guider. Et lorsque vous avez un trouble de la parole spontanément régressif, il faut tout de suite évoquer, que ça évoque dans votre tête, tout ce qui est épisode neurologique transitoire, accident ischémique transitoire, crise épileptique partielle. Tout ça, ce sont des mots-clés qui doivent apparaître dès que vous identifiez le motif de consultation. Donc ici, c'est trouble neurologique régressif. Déjà, c'est une première case, il faut que ça apparaisse dans votre tête. Ensuite, on a un peu l'anamnèse. Bon, alors qu'il dînait ce soir, ressenti de façon brutale. Comme toujours en neurologie, ce qui est important, c'est de savoir si c'est une installation progressive ou une installation brutale. Aphasie à type de manque de mots, ainsi qu'une faiblesse du membre supérieur droit. Ça, c'est fondamental. Toujours en neurologie, vous recherchez une localisation, vous recherchez une indication de la topographie lésionnelle. Ici, on a faiblesse du membre supérieur droit. Membre supérieur droit, dans votre tête, ça doit faire tilt, c'est une atteinte corticale, hémisphérique, gauche. Donc déjà, ici, vous avez un signe de localisation. Vous savez qu'il se passe quelque chose à cet endroit-là du cerveau chez cet homme de 52 ans. 30 minutes plus tard, ces troubles avaient disparu. 30 minutes, c'est un délai, c'est important. On va voir après pourquoi ça rentre dans la définition du diagnostic principal. Il s'agit d'un patient diabétique de type 2, non insulinodépendant. Aux ECN diabétiques, chez vous, c'est un gros mot, il faut absolument que ça figure sur votre brouillon, d'autant plus qu'il est non insulinodépendant, ce qui veut dire implicitement qu'il est sous antidiabétique oraux. Antidiabétique oraux aux ECN, c'est marqué en gros sur votre brouillon, c'est arrêt des antidiabétiques oraux, relais par insulinothérapie. Vous êtes sûr que ce sera à côté à un certain moment du dossier, et il y a même de fortes chances que ça puisse vous faire perdre beaucoup de points, voire compter un 0 à la question si vous l'oubliez. Idem, tabagique, diabète, tabac. On a déjà 2 gros facteurs de risque cardiovasculaire et 2 zéros potentiels parce que le tabac, il figure dans l'énoncé, vous savez qu'il va falloir l'arrêter à un certain moment. Vous ne l'oublierez pas, vous le marquez sur le brouillon. À l'arrivée aux urgences, l'examen neurologique est parfaitement normal, donc spontanément régressif et complètement régressif, sans aucun déficit. Une IRM cérébrale avec séquence de diffusion, si on précise quelque chose, c'est jamais par hasard. Vous savez qu'une séquence de diffusion, ça sert à identifier les zones précoces d'ischémie. Donc si la séquence de diffusion est normale, c'est parce qu'on va s'en servir. Faite en urgence, c'est considéré comme normal. Donc si on synthétise très rapidement, à la fin de cet énoncé, vous savez que vous avez un homme un peu terrain cardiovasculaire qui vient pour un trouble neurologique spontanément régressif brutal, qu'il a un signe de localisation qui vous dit que c'est une atteinte hémisphérique gauche, que le trouble est spontanément régressif, qu'il a des facteurs de risque cardiovasculaire à mort, il est diabétique, il est tabagique, il a plus de 50 ans, c'est un homme, ça sent le cardiovasculaire à plein nez. Et vous savez aussi que l'IRM en diffusion est normal, c'est-à-dire que ça va être, on s'en doute ici déjà, probablement un AIT, et donc ça va rentrer dans la définition. Du coup, on passe à la première question. La première question, quelle est votre principale hypothèse diagnostique? Justifiée en rappelant la définition exacte. Là, pas de surprise, vous l'aviez déjà bien deviné dès l'énoncé, on parle d'un accident ischémique
transitoire. Et lorsque vous donnez un diagnostic en neurologie, c'est essentiel de préciser, notamment dans les AVC, le territoire. Ici, vous savez que c'est le territoire carotidien, puisque c'est une lésion hémisphérique. On rappelle dans les AVC 2 grands territoires. Le territoire vertébro-basilaire, c'est tout ce qui va toucher le tronc, le cervelet, et le territoire carotidien, tout ce qui va constituer les lésions hémisphériques. Ici, on a une atteinte faiblesse du membre supérieur droit, on a une atteinte du territoire carotidien gauche. Gauche, le côté en neurologie, c'est toujours côté. Gauche, c'est 2 points. Vous ne passez pas à côté, c'est important. Donc, accident ischémique transitoire, territoire carotidien, gauche, ça c'est un diagnostic complet. Justification, parce qu'on justifie toujours ces diagnostics. En général, c'est demandé. Même si ça n'est pas demandé, je vous conseille de le faire. Ça ne prend pas beaucoup de temps et puis ça vous fait toujours gagner des points. Donc, on est d'accord, membre supérieur droit, territoire carotidien gauche. Aphasie aussi, c'est important. Pourquoi? Parce que l'aphasie, c'est un signe fonctionnel et tous les signes fonctionnels dénotent une atteinte corticale. Ce sont les aires associatifs, ce sont donc forcément des atteintes corticales et pas des atteintes sous-corticales. Parce qu'on pourrait avoir une atteinte, par exemple, de la capsule interne, c'est sous-corticale, vous avez une hémiplégie, vous n'avez pas de signe fonctionnel, pas d'aphasie, pas d'héminégligence, pas de choses comme ça. Ici, aphasie, c'est important, ça localise. Moins d'1 heure, on l'a dit, le délai est essentiel, ici 30 minutes, moins d'1 heure, c'est ce qui va rentrer dans la définition de l'accident ischémique transitoire comme on va le voir. Idem, pas d'infarctus à l'IRM de diffusion, ça fait partie des critères diagnostiques, c'est la justification. Donc un petit rappel, il faut absolument que vous connaissiez les différentes conférences de consensus. Celles-ci sont des recommandations émises par l'ANES, c'est l'ancêtre de la HAS en 2004, donc avant que ça devienne HAS. Et il faut la connaître absolument, cette définition. Et la conférence, je vous invite à la lire parce qu'elle est assez claire et elle dit de façon textuelle que l'ancienne définition, et peut-être celle que vous voyez encore dans certains livres, c'était épisode neurologique régressif de moins de 24 heures. Et maintenant, on est passé à une nouvelle définition de l'accident ischémique transitoire. C'est toujours un épisode bref de dysfonction neurologique dû à une ischémie. Donc c'est un mécanisme ischémique dont les symptômes cliniques durent typiquement moins d'1 heure et sans preuve d'infarctus aigu. Alors on va revenir sur ces deux termes parce que c'est vraiment les deux termes fondamentaux de cette définition. Moins d'1 heure, tout le monde comprend. Typiquement, c'est volontairement et c'est écrit dans la conférence de consensus que les auteurs sont restés flous sur ce terme parce que si vous avez un AIT qui dure 1h30 aux ECN, c'est un AIT. C'est pas autre chose. Typiquement moins d'1 heure, c'est parce que plus de 90% des AIT sont spontanément régressifs en moins d'1 heure. Et si on l'a vu, c'était 30 minutes chez ce patient. Donc, a priori, aux ECN, vous aurez quelque chose de typique, donc moins d'1 heure. Mais prenez pas peur si c'est 1h30. Et l'autre mot essentiel, c'est sans preuve d'infarctus aigu. Une preuve d'infarctus aigu, on entend par là une preuve paraclinique, c'est-à-dire une IRM de diffusion normale. Vous n'avez pas d'AIT sans IRM de diffusion. Quelle que soit la symptomatologie, pour pouvoir affirmer le diagnostic, il faut un examen, il faut une IRM. C'est marqué textuellement dans la conférence de consensus. Un scanner ne suffit pas, parce que ce n'est pas assez sensible, notamment pour les ischémies précoces. C'est un IRM et avec une séquence de diffusion, parce que c'est celle-ci qui vous permet de détecter les ischémies précoces le plus tôt. Question 2. Expliquez-en brièvement le mécanisme physiopathologique le plus fréquent, ainsi que les principales étiologies que vous devez évoquer. Alors on l'a dit, en D3 on a insisté un peu sur la physiopathologie, et surtout en neurologie, c'est important de comprendre les pathologies pour s'en rappeler. Un accident ischémique transitoire, c'est un AVC, c'est un accident vasculaire. Le mécanisme qu'on a la plupart des AVC, c'est un mécanisme thromboembolique. La seule différence avec un accident ischémique constitué, un infarctus cérébral, c'est que l'occlusion ici, elle est transitoire. C'est-à-dire que votre artère va se boucher, elle va se boucher par un thrombus. Jusqu'ici, rien de nouveau. La seule différence, c'est que ce thrombus va être thrombolysé, puisqu'on a des systèmes de défense dans l'organisme qui permettent la thrombolyse, sans qu'on ait besoin de mettre de médicaments particuliers. Et il va être thrombolysé parce que c'est un petit thrombus, et donc il va donner une symptomatologie régressive le temps de cette thrombolisation. Donc, et comme toujours, c'est un thrombus. Il faut que vous compreniez que c'est soit une rupture de plaque, soit une cardiopathie
embolygène, ce sont les deux grandes causes dans les AVC. Et lorsqu'on dit une rupture de plaque, c'est pas forcément, il faut bien comprendre, une plaque locale. Vous avez ici votre carotide, vous avez une sténose ici, c'est une plaque athéromateuse. Quand on dit une rupture de plaque, il faut bien comprendre ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'il y a une fissure qui va se créer au niveau de cette plaque. Il y a des mécanismes pro-agrégants, ça va former un thrombus ici. Ce thrombus-là, il va se détacher, il va migrer en avant et il va se coincer dans une artère de plus petit calibre. C'est ce qui se passe ici. Vous avez probablement chez votre patient une sténose, une plaque athéromateuse du territoire carotidien, qu'elle soit dans la carotide interne ou pas, et ça forme elle se fissure, ça forme un thrombus. Ce thrombus va migrer en avant, il va se coincer dans une petite artériole, puis il va être thrombolysé et les signes vont disparaître. Étiologie évoquée, on l'a dit, athérosclérose, cardiopathie embolygène. Cardiopathie embolygène, c'est fibrillation auriculaire plus, parfois un flotteur, parfois une endocardite. Et la lipohyalinose, c'est la maladie des petites artères. C'est une cause très fréquente d'AVC ischémique, mais c'est plus dans les petits territoires. Et donc a priori, ici, c'est moins le cas. Suite de l'énoncé, on continue notre dossier. Il est hospitalisé aux urgences. Ça, vous le savez, c'est pas bien. Tout AVC doit être hospitalisé en USINV. Le problème, c'est que les USINV, c'est bien dans les livres, mais il n'y en a pas forcément partout. Et donc celui-ci passe la nuit aux urgences. Lendemain matin, au réveil, présente un déficit moteur de l'ensemble de l'hémicorps droit, associé à une parésie faciale droite, prédominant sur la partie inférieure du visage. Du mal à trouver ces mots. Pareil, toujours l'aphasie. Vous remarquez un souffle carotidien gauche qui vous avait échappé la veille, le pouls est régulier. Alors, il faut rester concentré dans les énoncés en plusieurs parties. Ici, on réapplique la même technique. Qu'est-ce qu'on sait? On sait que c'est quelque chose qui arrive le matin au réveil. Donc on n'a pas d'indication temporelle. On ne sait pas si votre patient, ça se trouve, ça fait 6 heures qu'il est hémiplégique, ça se trouve, ça fait 30 minutes, vous ne pouvez pas savoir puisque c'est au réveil. C'est un grand classique des dossiers d'AVC aux ECN. Vous ne savez pas quand c'est survenu, c'est le matin et vous verrez que ça a une implication pour le traitement évidemment. Ensemble de l'hémicorps droit, c'est ce qu'on appelle une hémiplégie proportionnelle. Une hémiplégie proportionnelle, quand ça touche à la fois le membre supérieur et le membre inférieur, c'est une indication topographique. Ça veut dire que l'atteinte est soit superficielle, mais à ce moment-là elle est totale, soit elle est profonde au niveau de la capsule interne, là où passent toutes les fibres du faisceau pyramidal, et donc c'est une atteinte motrice complète, haut et bas. Paralysie faciale, en plus on est aussi au niveau, ce qu'on appelle une hémiplégie aux 3 étages, c'est-à-dire niveau supérieur, paralysie faciale, membre supérieur, membre inférieur. Ça, c'est clairement une indication d'une lésion sous-corticale au niveau de la capsule interne. Trouvez ces mots, donc ici vous avez toujours l'aphasie. L'aphasie, contrairement à l'atteinte sous-corticale, vous êtes sûr que c'est une atteinte corticale. On l'a dit tout à l'heure, tout signe fonctionnel, aphasie, héminégligence, etc., c'est un signe d'atteinte corticale. Sous carotidien gauche, on vous donne l'étiologie de l'AVC. Le pouls est régulier, on vous élimine une étiologie, un diagnostic différentiel. Vous savez que c'est déjà pas une arythmie cardiaque. Donc diagnostic le plus probable, justifié, on l'a dit. Une fois qu'on comprend bien l'énoncé, c'est très facile de répondre aux questions. Infarctus cérébral. Vous pouvez aussi dire AVC ischémique constitué. Je vous déconseille, en fait, comme toujours, vous finirez par mettre les deux parce que vous avez tellement peur que ce soit l'un et pas l'autre côté que vous mettrez les deux. Mais infarctus cérébral, c'est vraiment le mot. Pourquoi? Parce que c'est un infarctus au même titre qu'un infarctus myocardique, qu'un infarctus rénal, etc. Donc c'est vraiment une ischémie, ça se nécrose, ça fait un infarctus. Toujours, on l'a dit, on le répète, préciser le territoire, préciser le côté. Ici c'est gauche. Et ce qui est important dans les AVC, et notamment les infarctus, c'est de préciser la topographie. Vous savez que c'est l'artère cérébrale moyenne. Ici, on l'a dit, il y a des signes sous-corticaux, des signes superficiels. C'est donc un AVC sylvien total. C'est important de le dire, ça sera coté. Rupture de plaque athéromateuse carotidienne gauche, ça c'est le fameux souffle, on le sait. C'est ce qu'on a dit au cours de l'énoncé. On vous donne l'étiologie en vous donnant le souffle. La justification, je vous conseille dans les justifications de toujours adopter le même plan. Moi j'ai adopté celui-ci, vous prenez celui que vous voulez, mais a priori celui-ci marche bien. Lorsque vous avez une justification, c'est 1, le terrain.
Le terrain ici, c'est facteur de risque cardiovasculaire. On a tout. On a l'âge, le sexe, le diabète, le tabagisme. Plus que ça, vous pouvez pas vraiment faire. Donc le terrain, essentiel, toujours coté, rien qu'au terrain. Quand vous lisez l'énoncé, vous avez déjà deviné la moitié du dossier. Anamnèse, il vient de faire un AIT. C'est pas pour rien qu'on a mis un AIT au début du dossier. Il vient de faire un AIT, évidemment, c'est le même mécanisme. Il va faire son AIC, son infarctus, par le même mécanisme. Clinique, on l'a dit, superficielle, c'est l'APF et l'aphasie, c'est une PF centrale, c'est une aphasie, donc c'est une atteinte du cortex. Une atteinte profonde, c'est la capsule interne, on l'a dit, c'est l'hémiplégie proportionnelle. C'est important de dire qu'elle est proportionnelle, c'est-à-dire qu'elle touche le membre supérieur, membre inférieur. Si elle touchait que le membre supérieur, c'est uniquement une atteinte corticale. Enfin, le souffle, l'absence d'arythmie cardiaque, c'est le diagnostic étiologique. On va revenir un peu sur une question de physiopathologie maintenant. Comment expliquez-vous l'atteinte faciale? La physiopathologie aux ECN, il ne faut pas forcément la laisser de côté. À titre de rappel, si vous regardez les sujets de ECN 2010, vous verrez que les questions de physiopathologie, ceux qui font les sujets aiment bien ça. Alors là, on revient, il faut bien comprendre, et notamment la paralysie faciale centrale, périphérique, etc. C'est un grand classique. Donc ici, votre paralysie faciale, vous l'avez bien compris, c'est une paralysie faciale centrale. Qu'est-ce que ça veut dire une paralysie faciale centrale? C'est que c'est une atteinte corticale. C'est ça qui est essentiel. Et elle est corticale et elle est contralatérale. Pourquoi c'est une atteinte corticale et pourquoi c'est une atteinte donc centrale? C'est parce que, on l'a dit, dans l'énoncé, c'est la partie inférieure du visage qui est touchée. La partie supérieure vous semble épargnée, elle bouge bien. Pourquoi? Et donc ça, c'est plus pour la compréhension vraiment de la sémiologie. Parce qu'en fait, entre le cortex frontal et les noyaux des nerfs crâniens, le noyau du nerf numéro 7, qui est celui, le nerf facial, vous avez des faisceaux, c'est-à-dire des fibres qui vont passer, des axones, et ces fibres vont décusser, c'est-à-dire qu'elles vont changer de côté à un certain moment, sauf pour certains muscles supérieurs de la face. Ce qui veut dire qu'en fait, au territoire supérieur, sur le front, sur la paupière, enfin, sur tout ce qui est partie supérieure de la face, vous avez des afférences bilatérales. Les deux cortex, droite et gauche, vont innerver la même partie, et idem de l'autre côté. Or, pour la partie inférieure, comme les films de décussent toutes, en fait, vous avez uniquement une atteinte unilatérale. Ce qui fait que si ce cortex-là est touché, votre face, finalement, elle est paralysée au niveau inférieur, mais pas au niveau supérieur. C'est à ça qu'on voit que votre paralysie, elle est centrale et elle n'est pas périphérique. Ce qui est important aussi, c'est une remarque, un petit aparté, mais il faut bien que vous le compreniez, la distinction entre PF centrale, PF périphérique, c'est une distinction sémiologique. Une PF centrale, elle touche uniquement le bas, une PF périphérique, elle touche le haut et le bas de la face. C'est pas forcément corrélé d'un point de vue anatomique. Vous savez bien que si j'ai par exemple un AVC du tronc cérébral, j'ai une paralysie faciale, mais une paralysie faciale dite périphérique. C'est-à-dire que j'aurai le haut et le bas, parce que c'est le noyau de mon nerf qui est touché, c'est le noyau qui est situé dans le tronc cérébral, et on dira qu'on a une paralysie faciale périphérique, mais vous voyez bien que l'atteinte, elle est au niveau du tronc cérébral, c'est donc une atteinte du système nerveux central. Bref, tout ça pour comprendre qu'il faut bien connaître la distinction entre PF périphérique et central, d'abord d'un point de vue clinique, et ensuite, si vous avez compris la physiopathe, c'est mieux, et ça peut tomber. Quel examen d'imagerie prescrivez-vous en urgence? Qu'en attendez-vous? L'examen, c'est l'IRM, comme tout à l'heure, sauf que cette fois-ci, évidemment, il faudra toujours mettre la séquence de diffusion. Cette fois-ci, il faut ajouter une angio-IRM. C'est pas textuellement dit dans les recommandations, mais en pratique, c'est ce qui se passe, parce que chaque fois que c'est disponible, c'est l'ARM qui vous permet de faire notamment les diagnostics étiologiques et topographiques précis. Hypersignal, ce qui est essentiel ici, le mot-clé à absolument retenir, c'est systématiser. Contrairement à un AVC hémorragique, les AVC ischémiques sont systématisés. Pourquoi? Parce que c'est une artère qui se bouge. C'est donc tout le territoire qui va être vascularisé par cette artère-là qui va être atteint. Et donc c'est essentiel, ça veut dire que vous voyez sur votre IRM
clairement le territoire de l'artère cérébrale moyenne qui va être en ischémie. C'est donc une atteinte systématisée. Territoire sylvien gauche, toujours le côté, en diffusion. L'hypersignal flair, vous le verrez seulement si votre infarctus est déjà un peu ancien, au moins on dit 4 à 6 heures pour l'apparition du signal en T2 et en flair. L'ARM vous permet de repérer l'occlusion de l'artère. Et enfin, vous ne savez pas ici, c'est peut-être encore un AIT, simplement il n'a pas encore régressé, puisqu'on est au réveil. Donc petite subtilité, elle peut être normale. Question 6, quelle doit être la prise en charge thérapeutique? Quand vous avez une question avec marqué le mot prise en charge, vérifiez. Est-ce que c'est prise en charge tout court? Est-ce que c'est prise en charge diagnostique? Est-ce que c'est prise en charge thérapeutique? Ça a son importance. Ici, c'est prise en charge thérapeutique. En gros, on vous demande le traitement et le traitement en urgence. Premier point, vous avez un AVC. Vous avez un AVC, pour vous, le mot-clé qui apparaît en premier dans votre réponse de traitement, c'est unité de soins intensifs neurovasculaires. C'est systématique. Tout AVC, en tout cas aux ECN, doit être hospitalisé dans une USI-NV. Il n'y en a pas partout, mais aux ECN, vous considérez que c'est obligatoire. Pareil, on est en neurologie, ça sera toujours coté, mettre le patient à jeun. Il faut absolument que ce patient ne prenne pas sa compote alors que ça se trouve, il a des troubles de la conscience et qu'il vous fasse une pneumopathie d'inhalation. Mettre le patient à jeun en neurologie, c'est fondamental, ça sera toujours coté. Enfin, regardez votre brouillon, vous devez l'avoir marqué. Si vous ne l'avez pas marqué, c'est une faute grave et il faut absolument que vous la corrigiez. Arrêt de l'antidiabétique oral. Vous avez un patient diabétique de type 2, non insulino-dépendant, ça veut dire sous probablement soit sulfamide, soit metformine. Vous ne lui laissez pas sa metformine. Il va faire son acidose lactique, c'est pas bon. Il faut que vous arrêtiez absolument l'antidiabétique oral. Vous faites un relais par insulinothérapie. Ça, c'est 0, c'est classique, c'est toujours pareil. Et vous l'avez déjà sûrement fait l'erreur, vous êtes sans doute déjà fait avoir. Il faut que ça apparaisse dans votre brouillon et il faut que vous le barriez à la fin de votre dossier. Vous vérifiez que vous avez bien arrêté l'antidiabétique et que vous avez mis l'insuline. C'est piège classique. Le traitement antithrombotique, c'est le traitement de votre AVC. Vous précisez, parce que ça fait bien qu'on a d'abord fait l'imagerie avant de lui balancer de l'aspirine, parce que s'il saigne, en fait, c'est pas génial. Et on lui met de l'aspirine en IV. Évidemment, on ne vous a pas demandé tout à l'heure le traitement de l'accident ischémique transitoire, c'est aussi l'aspirine. Normalement, ça y est déjà. Mais comme toujours aux ECN, vous n'êtes pas sûr, vous n'en parlez pas, vous jouez la sécurité, vous le remettez. PMZ, l'aspirine, c'est le traitement de l'infarctus. Il ne faut surtout pas l'oublier. Là, le point qui était un peu plus fin dans ce dossier, c'était est-ce qu'on met pas la thrombolyse? Alors, vous connaissez la recommandation, ou en tout cas, il le faut, c'est la HS en 2008, c'est 4h30 maintenant. Vous verrez peut-être dans certains dossiers 3 heures, c'est l'ancienne recommandation. Maintenant, on est passé à 4h30 pour le délai de la thrombolyse. Votre patient vous dit j'ai ces signes, j'ai mon bras qui bouge plus depuis 2 heures. Vous voyez que c'est un infarctus à IRM, vous thrombolysez. Si vous dites ça fait 6 heures, c'est trop tard. Et le grand classique, c'est l'AVC au réveil, impossible à dater. Vous ne pouvez pas savoir si ça fait 1 heure, 2 heures, 10 heures, si votre patient dort depuis 10 heures, qu'il a son AVC, vous ne pouvez pas le thrombolyser, c'est comme ça. On est en neurologie. La lutte contre les axotes, vous pouvez le mettre sur votre brouillon dès le début, vous savez que vous en aurez besoin. Les axotes, ce sont les agressions cérébrales systémiques d'origine secondaire. C'est le mot-clé de la neurologie, en tout cas pour tout ce qui est vasculaire et soins aigus. Il faut absolument empêcher l'aggravation du pronostic neurologique, l'aggravation des lésions cérébrales. Ça passe par 1. Lutte contre l'hypoperfusion, il faut respecter l'HTA compensatrice. Il y a des limites, elles sont consensuelles, c'est 220-120 dans les infarctus cérébraux. Il faut donc maintenir une pression artérielle moyenne suffisante pour maintenir une pression de perfusion cérébrale suffisante. Sinon, votre cerveau, non seulement il est en ischémie du fait de l'occlusion, mais comme il va être en plus sous-vascularisé, vous aggravez le pronostic. Lutte contre l'hyperglycémie, vous êtes chez un diabétique, l'insuline systématique.
Et les 3 autres axos, on a dit donc hypoperfusion, hyperglycémie, les 3 autres c'est HTIC, hyperthermie, hypoxie. L'HTIC, s'il a un gros, par exemple, œdème cérébral, c'est corticoïde ou mannitol. Hyperthermie, il est fébrile pour X raisons, antipyrétique. Hypoxie, vous libérez les voies aériennes supérieures, vous le mettez sous oxygène. Ces 5 axos-là, il faut les connaître, il faut les mettre systématiquement. Autres mesures associées, bon, HBPM, bas de contention. Les bas de contention en particulier, vous avez un patient qui ne bouge pas, vous lui mettez des bas de contention parce qu'il est hémiplégique, sinon il va faire sa phlébite. Kiné, orthophonie dès les premiers jours, c'est toujours coté. En neurologie, vous retenez patient à jeun, kiné précoce. C'est vraiment ça qui va améliorer, qui va vous coûter des points si jamais vous l'oubliez. Et évidemment, une petite surveillance quotidienne, voire pluriquotidienne en fait, puisqu'il est en USI, NV. Question 7, bilan paraclinique à visée étiologique. Là encore, lisez bien les questions. En général, c'est toujours précis, on vous demande un bilan paraclinique à visée étiologique. Et donc en gros, on vous demande comment rechercher les différentes causes de cet infarctus cérébral. On l'a dit, les grandes causes à rechercher, c'est 1. Athérosclérose. Athérosclérose, puisqu'on a dit c'est un territoire carotidien, donc il faut faire une imagerie des troncs supra-aortiques. L'imagerie, c'est en première attention l'écho-doppler des TSA. Évidemment, c'est bilatéral. Et de plus en plus, et quasi systématiquement aujourd'hui, s'il y a un examen à retenir, c'est l'angio-IRM. Parfois, on fait des angioscanners des troncs supra-aortiques. C'est ça qui vous permet de localiser, surtout d'évaluer de façon précise la sténose et la localisation de la plaque athéromateuse. Ici, évidemment, on vous a dit votre patient n'a pas d'arythmie, le pouls est régulier. A priori, ce n'est pas une cardiopathie emboligène. Mais encore une fois, vous êtes au ECN, vous ne voulez pas perdre de points, vous ne vous contentez pas de rechercher la sténose. Vous lui faites un ECG, ça coûte pas cher, et ça rapporte 2 points. Et vous faites une écho-doppler au moins transthoracique, parce que vous voulez regarder s'il n'y a pas un embole, un thrombus intracardiaque. Pareil, vous avez a priori un athérome, vous avez un patient diabétique, un patient tabagique, facteur de risque cardiovasculaire, il faut faire le bilan, c'est essentiel. Prenez sa glycémie, son bilan lipidique, son bilan rénal. Il faut que vous fassiez un peu le tour du patient et comprendre quels sont ces facteurs de risque. Quel geste chirurgical, gestes chirurgicaux des cours de AVC, il n'y en a pas 10 000. Vous le savez, c'est l'endartériectomie. Et comme toujours, on est en neurologie, vous précisez où, de quel côté. Gauche, si vous vous trompez de côté, c'est pas génial quand même. L'endartériectomie gauche, ça veut simplement dire, on reprend ce qu'on avait fait tout à l'heure pour notre carotide, elle a sa grosse plaque athéromateuse ici, on va simplement retirer cette plaque, c'est un geste chirurgical fait par un chirurgien vasculaire, il faut retirer sa plaque pour éviter une récidive. Si vous laissez la plaque, il y aura probablement une récidive. Parfois, vous verrez, on entend parler de faire une angioplastie, comme on fait par exemple pour les coronaires. Pour l'instant, c'est expérimental. Aux ECN, pour vous, le traitement de référence, c'est endartériectomie, c'est chirurgical. La justification, elle est consensuelle. Tout ce qui est consensuel aux ECN, c'est à connaître. HS 2007, Haute Autorité de Santé, sténose symptomatique, c'est-à-dire en gros compliquée d'un AIT ou d'un AIC, supérieur à 50%, asymptomatique supérieur à 60%. Et le délai, parfois c'est demandé. Il faut retenir qu'il faut que ce soit fait rapidement lorsque vous avez un petit AVC. Si jamais, évidemment, c'est un gros truc, on laisse le temps au patient de passer le cap et on lui fera l'endartérectomie après. Question 9. Mesures associées au traitement. C'est important. Les mesures associées au traitement dans les AVC, c'est essentiel pour votre réponse. La première, c'est rééducation. On l'a dit tout à l'heure, la kiné doit être précoce. Il n'y a pas que la kiné, il y a une rééducation globale. Non seulement la kiné, vous avez un patient qui est venu à la base pourquoi ? Pour ça que je vous ai dit tout à l'heure que le motif de consultation est essentiel. Il est venu pour une aphasie. Et il a encore un trouble de la parole lorsqu'il fait son AVC constitué. Orthophonie. Orthophonie, vous êtes sûr, c'est coté, c'est 2 points. Et en pratique, lorsque vous avez en face de vous un patient qui n'arrive plus à parler, vous y pensez. On l'a dit tout à l'heure, comme les antidiabétiques oraux, vous avez un patient tabagique, en gros en rouge sur votre brouillon, arrêt du tabac, c'est maintenant qu'il faut le placer, c'est essentiel, C0,
vous vous en serez douté. Contrôle de l'APA, contrôle du diabète, contrôlez le terrain de votre patient, vous précisez l'objectif. Vous avez un patient diabétique, l'objectif de PA c'est 130/80. Lorsque vous avez une hypertension, précisez toujours l'objectif. Et la fameuse triade de prévention secondaire de l'AVC chez un cardiovasculaire, aspirine, IEC, statine, vous n'y couperez pas. En gros, vous retenez que ces 3 médicaments-là, quelle que soit l'atteinte cardiovasculaire athéromateuse, votre patient sortira avec. C'est une ALD, prise en charge à 100%. Orientation vers la MDPH, Maison départementale des personnes handicapées. C'est en gros, votre patient il est hémiplégique, si vous n'êtes pas sûr qu'il va récupérer. Il faut non seulement qu'il ait une rééducation, il faut que vous le preniez en charge d'un point de vue social, parce qu'il va probablement avoir un handicap au décours. On va conclure ce premier dossier de D3. Vous avez vu, c'est un dossier d'AVC. On passe de l'accident ischémique à l'accident ischémique transitoire à l'accident ischémique constitué. Mais quel que soit finalement l'AVC, les principaux points à retenir, c'est que vous donnez un diagnostic complet. Complet, c'est-à-dire que vous ne vous contentez pas de dire AVC ischémique, AVC hémorragique. Vous donnez le territoire. Est-ce que c'est le territoire carotidien? Est-ce que c'est le territoire vértébro-basilaire? Le côté, vous n'oubliez jamais de préciser de quel côté. La topographie, c'est-à-dire est-ce qu'il est superficiel, cortical, est-ce qu'il est sous-cortical, atteinte de la capsule interne, est-ce qu'il est total, comme ici les deux. L'artère en cause, est-ce que c'est l'artère cérébrale moyenne, c'est la même que l'artère sylvienne, est-ce que c'est l'artère cérébrale antérieure, postérieure. Le mécanisme, est-ce que c'est un mécanisme thromboembolique, est-ce que c'est un mécanisme hémodynamique. Et l'étiologie, c'est souvent l'enjeu des questions qui viennent après le diagnostic. Est-ce que c'est une athérosclérose? Est-ce que c'est une cardiopathie emboligène? Est-ce que c'est une maladie des petites artères? Valable, quel que soit le dossier de neuro, comprendre la physiopathe pour expliquer la sémiologie, c'est essentiel. C'est pour ça souvent que les étudiants trouvent que la neuro c'est un peu difficile, parce que ça va un peu dans tous les sens. Il faut vraiment avoir une maîtrise de l'anatomie, de la physiopathologie. Vous verrez que tout s'éclaircit de soi. USI-NV, AVC égale USI-NV, c'est sur votre brouillon, vous le placez, votre patient, vous ne le mettez pas aux urgences, vous le mettez en unité de soins intensifs neurovasculaires, en urgence à jeun, vous le mettez à jeun. Vous retenez que les AVC, c'est quelque chose de fréquent, c'est quelque chose de grave, il y a des recommandations qui émanent de la Haute Autorité de Santé, l'ANAS, etc. Il faut les connaître. Il faut connaître le délai de thrombolyse, on l'a dit, 4h30. Il faut connaître les indications d'artériectomie, on l'a dit, symptomatique plus 50%. Il faut connaître la définition de l'AIT, on l'a dit, moins d'1 heure, IRM normal. Pas oublier le version étiologique, en général vous ne l'oublierez pas parce qu'on vous posera des questions dessus. Ne pas oublier au décours la prévention secondaire. Soignez votre patient, c'est bien, évitez qu'il refasse un AVC, c'est mieux. Et ne pas oublier la rééducation. En pratique, vous avez des patients qui sont souvent handicapés, qui ont encore des déficits. Il peut avoir une séquelle de son aphasie, une séquelle de son hémiplégie. Il doit être rééduqué. Donc, un item assez simple, accidents vasculaires cérébraux, paralysie faciale, peu d'items, mais des items à bien connaître. Voilà pour ce premier dossier de D3.